on entend les turiféraires du régime, quand on entend les chants d'oiseaux qui trouvent Paul Biya comme étant le créateur de toutes les créatures, on croirait bien évidemment qu'il a servi du caviar et du bon lait avec du bon champagne à Issa Chiroma et à tous ceux-là qu'il a eu à nourrir à la main. Or, l'histoire de Issa Chiroma est plutôt une histoire d'un opposant qui, bien évidemment aussi, devrait même demander les indemnisations par rapport aux humiliations qu'il a eu à subir. Et maintenant, vous posez la question. On arrête d'abord. On va mettre après. On va mettre après. Après. Issa Chiroma, c'est un homme intelligent. C'est quelqu'un qui sort ingénieur d'une école de cadre supérieur des chemins de fer. Il rentre donc au Cameroun. Il n'a pas besoin d'un quelconque appui. Il va donc travailler à la régie Fercam. Aït, on ne lui fait pas de cadeau ou quoi que ce soit, alors que c'est un ingénieur. Il reste juste cadre. En 1984, Biya organise son coup d'État où il va nettoyer les cadres, les officiers et même tous ceux-là qui étaient au niveau de la garde présidentielle et qu'il trouvait fidèle à Amadou Ahidjo, ou tout simplement qu'il soupçonnait d'être fidèle à Amadou Ahidjo ou d'être originaire du Nord. Issa Chiroma n'était ni gendarme, ni militaire, ni sponsor de quoi que ce soit. Biya le prend, il le fait arrêter. On va le torturer. Les conditions de vie seront difficiles, de Yoko jusqu'à Kondengi. C'est un homme broyé. Et, bien sûr que, il n'y a aucun élément, aucun indice qui montre que Issa Chiroma était contre le régime. Il ne faisait même pas la politique. C'est dans ces conditions qu'il va connaître des gens comme Maître Yondo Black. Issa Chiroma, bien évidemment, donc, quand il va sortir de la prison, parce qu'il va en prison en 84, il ne ressort qu'en 90. C'est là où il entre dans des actions pour le multipartisme. Il a donc été un acteur pour le multipartisme. On peut le détester, mais il faudrait reconnaître qu'il a été un acteur pour le multipartisme. Et qu'est-ce que Biya va faire? Il va infiltrer le mouvement. Il commence donc l'achat des consciences, comme on a toujours eu à dire que s'il y a la corruption au Cameroun, si le Cameroun est un pays corrompu, c'est parce que c'est Biya qui a installé la corruption. La corruption dans le RDPC, la corruption des élites, la corruption dans les familles, la corruption dans les entreprises, la corruption partout. Issa Chiroma vous a dit ici que il était secrétaire national de la formation, de l'administration plutôt, au niveau de l'UNDP. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Biya ira le déloger là-bas pour faire de lui ministre des Transports. Issa Chiroma devient donc d'abord ministre des Transports en 92, juste pour casser l'opposition. Quand il allait casser l'opposition, puisque même après il va prendre les vélos, oui, il va mettre Issa Chiroma à côté.
Issa Chiroma recommence à marcher, il n'a rien à manger, les chaussures même, les bombes de carburant. Qu'est-ce qu'il va encore faire? C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il a fait. Même si tu es homme d'affaires, on te bloque toutes les affaires. Tu ne peux rien faire si tu n'es pas avec Biya, avec le RDPC. Donc, il est obligé de repartir pour aller manger. Et voilà donc comment est-ce que, en 2009, Biya le nomme ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Le gars va se mouiller le maillot de telle sorte que personne n'a jamais été. Personne n'a jamais été au front comme Issa Chiroma. C'est-à-dire qu'on te dit que le type là était un opposant, tu dis mais ce n'est pas possible. Même les journalistes, il a battu le record de Konchu Kobeni qui disait qu'il y a eu 0 mort. Ce n'est pas que dans le gouvernement. Parce que c'est là où il faut aussi juger les actes. Issa Chiroma a beaucoup parlé. Mais est-ce que vraiment il était le pire des ministres du régime Biya? Quand on regarde les actes, il parlait pour défendre ses coéquipiers, ses collègues qui étaient des malfaiteurs. Parce que je me souviens, lorsque Issa Chiroma va d'abord défendre Laurent Esso dans l'affaire de Bingota. Bingota, c'était un journaliste qui, bien évidemment, avait dénoncé Laurent Esso par rapport à l'achat d'un grand bateau Rio Dos où il y avait des rétrocommissions. Laurent Esso va faire comme torture Bibi Ngota, non seulement à la DGRE, qu'on parte avec lui à la PJ, et par la suite on part avec lui à Konengi. Arrivé à Konengi, il était fatigué, épuisé, et il était hypertendu en même temps. On ne lui donnait pas de médicaments. Et il ne recevait même pas la visite d'un médecin. Laurent Esso, avec déjà le Zomlo à l'époque, va tout faire pour que le gars crève en prison. Quand il crève, Issa Chiroma va monter au créneau pour raconter que, oh, en fait, Bibi Ngota, il était séropositif et qu'il y a eu une infection générale. Il s'était transformé en médecin pour nous donner, c'est-à-dire qu'en dévoilant même le secret médical, même si c'était vrai. Sauf que ce n'était pas vrai, puisque la famille est venue prouver que, mais attendez, quand le gars est entré, il n'était pas séropositif. Il arrive en prison subitement, il est devenu séropositif. Il prenait ces médicaments qui étaient liés à l'hypertension. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Bref, Issa Chiroma était prêt à mourir pour Biya. Il n'y a jamais eu. C'est-à-dire que quand les gens bavardent maintenant là, oh, nous sommes fidèles, nous avons fait ceci. Vous vous rappelez, lors de la CAN 2019, je prends seulement la CAN. Avant même la CAN, il y a eu les assassinats. C'est l'armée camerounaise où on nous a dit que ça s'est passé au Mali. Issa Chiroma était ministre de la communication. Hein? Normalement, c'est le ministère des Forces armées qui devait intervenir. Mais il n'avait rien à dire. Issa Chiroma va manger la bouche jusqu'à même créer que ce n'était pas au Cameroun. Même avec le rapport de Transparency International, Issa Chiroma monte au créneau. Amnesty International, Issa Chiroma dit que oh, vous êtes en train de vouloir, voilà, vous voulez qu'on donne le caviar et qu'on confuse les hôtels, c'est que toi le terroriste. Bref, il attirait même la presse internationale parce qu'il avait toujours une réponse qu'il balançait d'une certaine façon, qu'il mettait même les journalistes KO. C'était le seul dans le régime Biya qui pouvait tenir tout le monde en haleine. C'était le seul qui défendait ce régime sur des crétineries, sur des idioties, sur la sorcellerie et toute la criminalité qu'il faisait.
C'était pas lui. Mais la solidarité gouvernementale faisait que ce soit lui qui mouille toujours le maillot. Et comme je le disais que l'une des rares dernières choses où il se mouillait, c'était pour la CAN 2019. D'ailleurs, j'y reviens, j'ai passé mon temps à le laver parce que, vous vous souvenez, il était venu là à la télé avec, comment est-ce qu'on l'appelait, comment on l'appelle, Mini Pam Pam Choka, bidon pat. Où il jurait que le Cameroun va organiser la plus belle CAN en 2019. Les stades sont beaux, les routes sont prêtes, oh, les hôtels sont ceci, les marchés, tout. Il prenait tous ses coups et il supportait. Mais, par la suite donc, qu'est-ce qu'on va faire? Biya l'ayant déjà beaucoup exploité, Biya l'a donc envoyé loin là-bas au ministère de la formation professionnelle. Entre-temps, le budget est peu. Et entre-temps également aussi, l'élection approche et il envoie aussi beaucoup d'autres rapports. Les rapports qu'il donne au Premier ministre sont bloqués en route. Les rapports qu'il tente d'envoyer même alors en Congo, c'est tout simplement déchiré et tué. Voilà Biya qui disparaît. Et il y a des pressions au Grand Nord. Et plus précisément, lui, il doit rendre compte à sa base. Il dit, mais pour l'élection 2018, je m'étais entendu avec le chef de l'État. Le chef de l'État avait promis qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela. Mais finalement, rien n'est fait. Comment est-ce qu'on fait pour l'élection de 2025? Moi, je ne peux plus aller dans de telles conditions. Soit il fait des réalisations, soit je vais partir. Il saisit donc d'abord le Premier ministre. Rien. Le Premier ministre lui dit d'attendre. Il a bel et bien attendu, ce qui ne s'est pas passé. Après avoir, et même le téléphone qu'il avait, il pouvait parfois contacter parce que quand il était ministre de la communication, il communiquait directement avec Paul Biya. Paul Biya l'enlève de là, et ça tu rends compte que il veut encore dire quelque chose à Biya, il veut soumettre ceci à Biya et tout, que lui-même est déjà bloqué. Il va chez son frère, Bello Bouba. Bello Bouba aussi, il dit, je ne parviens pas à voir le président. Ils ont donc attendu, et cette Chiroma a donc attendu jusqu'au 20 mai. Le 20 mai, pendant la soirée, c'est Chantal qui est en train de guider les gens. Vous allez à gauche, vous allez à droite, Paul Biya doit saluer ici, Paul Biya doit saluer. Et cette Chiroma profite donc pour interpeller son président de la République, Paul Biya. Il dit, mais, monsieur le président, je demande une audience depuis, je dois vous rencontrer, mais je ne parviens pas, même au téléphone, je ne vous sais plus. Je fais comment? Je voudrais vous rencontrer. Et c'est tout. Voilà Modayolo qui est à droite. Voilà Chantal qui tient le bras. Ngongo est de l'autre côté. Il y a le contre-amiral qui est déjà éloigné. Il y a tel autre. Il dit, voilà. Le rendez-vous, je vais vous recevoir. Mon Ayoro fait la tête comme ça. Issa Chiroma le regarde. Et il fait la tête comme au village là. Que tu as déjà vu. Donc tu viens parler à Biya ici qu'on est en train de te bloquer. Bon, dans ce cas, on te bloque alors vrai. Il attend. Il n'a pas eu de rendez-vous, d'audience.
Ils se rendent donc compte. Ce que nous étions en train de dire, ils se réunissent donc. Ils disent que l'affaire c'est. Même le premier ministre que vous voyez là, c'est-à-dire que Joseph John Gouté, il voyait Biya, enfin, il était en contact avec Biya 2 fois par semaine. Mais je vous dis qu'il n'est plus en contact avec Biya depuis un certain temps. Mais il ne fait que dire que je vais transmettre, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc Biya a été isolé, cadenassé. Issa Chiroma réalise donc que ce n'est plus Biya qui gouverne. Dans des cercles à huis clos, il dit l'affaire ce n'est plus bien. Moi je ne sais pas ce que je dois aller rencontrer, je dois aller raconter à ma base. Il demande aussi à Bello Bouba que l'histoire si c'est comment. Bello Bouba dit moi-même je n'ai pas une seule nouvelle. J'ai déjà tout tenté. Voilà donc pourquoi Issa tourne le dos à celui qui l'avait servi. Parce que Issa aujourd'hui quand il écrit là, dans sa lettre, il ne prononce même plus le nom de Paul Biya. Paul Biya fait partie du passé. Et voilà, avec certitude, il a donc dit que ceux qui sont en train de gouverner aujourd'hui, ce sont des usurpateurs. Puisqu'il connaît comment fonctionne Paul Biya, et il ne peut pas concevoir que Paul Biya ait demandé un rendez-vous et qu'il n'obtienne pas ce rendez-vous. Or, les premiers rapports de l'ancien ambassadeur de la France au Cameroun avaient déjà aussi souligné que pour voir Paul Biya, il faut maintenant passer par Ngongo. Ngongo l'avait d'ailleurs invité au niveau du restaurant à Bassos. Il n'avait pas compris que, mais comment est-ce qu'on peut... J'ai les courriers du président français, j'ai des messages, j'ai des... Mais attendez, comment je peux aller remettre ça en Congo? Mais ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est qu'au moment où Issa Chiroma est en train d'annoncer, il a attendu quand même parce que la lettre est partie. Ce n'est pas comme on vous dit là que oh, ça a été déposé le 23. Non, non, non. Mais il savait que si Biya voit la lettre, il va directement réagir. Il n'a pas réagi. Donc il a confirmé que ce n'est plus Biya qui dirige le pays. C'est Yanga qui a pris non seulement Biya en otage, mais qui cherche à passer des élections en force pour que par la suite, bref, c'est un véritable coup d'État constitutionnel. Issa Chiroma est donc en train en fait de détourner, de déjouer, de dénoncer un coup d'État constitutionnel. Parce qu'il ne parvient plus à être avec son maître. Issa Chiroma prenait quand il parlait de Biya. Mais Biya était qui pour lui? Il allait jusqu'à qualifier Biya de Dieu. Mais aujourd'hui, si vous voyez le même Issa Chiroma parler, écrire avec une telle virulence, faire un livre de 24 pages, ça ne s'écrit pas en un jour, ni en une semaine. Cela veut dire qu'il a longtemps réfléchi. Il ne peut pas tourner la langue subitement comme ça s'il n'avait pas vu les signes avant-coureurs. Une autre information capitale que je me dois de vous donner, peuple camerounais. Posez maintenant la question.
Où est Biya? Où est donc Biya? Depuis quelques temps, et juste parce qu'on savait que Issa Chiroma est en train de démissionner, ils nous ont fait croire, quand nous faisons nos recherches, quand nous faisons nos investigations, autant pour moi, que Paul Biya est malade et ne reçoit personne depuis 5 jours. Parce qu'effectivement, tu appelles, tu cherches aujourd'hui. Mais, où est le président? Il dit, mais, il n'a reçu personne. Il n'a reçu personne. Alors qu'on nous faisait croire que Paul Biya est en train de préparer un remaniement. Mais où est parti ce remaniement? Où est Paul Biya? On l'a attaché, on l'a ligoté. Est-ce qu'il est vraiment malade? Il faut que même l'opposition commence à s'interroger, que le peuple camerounais demande à Paul Biya des explications. Il se trouve où? Quand on voit cette démission, quand on voit des ministres qui... Mais c'est où? Pourquoi est-ce que le remaniement est donc bloqué? Puisque le remaniement, selon des informations qui nous avaient été communiquées, pour relancer la machine, devait intervenir avant la convocation du corps électoral. Qui a bloqué le remaniement? Et Paul Biya souffre de quoi? On le soigne où? En tout cas, pour ceux qui ont oublié, nous on n'a pas oublié ce que Issa Chiroma a fait pour Paul Biya. Même comme aujourd'hui, certains trouvent que c'est lui qui est ingrat. Mais regardez comment est-ce que lui, il avait vraiment mouillé le maillot. Et aujourd'hui encore, il est prêt à mouiller le maillot, cette fois-ci pour l'opposition. Écoutez bien et surveillez les gestes de Issa Chiroma. Il a beaucoup de choses à nous expliquer. Pour l'instant, Issa Chiroma, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il disait avant? Écoutons-le. Quel est mon candidat? Vous n'avez pas vu là au meeting de Pitoa, qu'est-ce que nous avons dit? Paul Biya, candidat du FSNC. Et j'ai rappelé à tous les militants qui viennent d'arriver. Le FSNC a pris un engagement solennel et définitif, celui d'accompagner cet homme, élu par Dieu lui-même, parce que le pouvoir est divin, élu par Dieu, par le peuple, qui est président de notre nation. Nous avons pris donc un engagement solennel de l'accompagner tout au long de sa carrière, jusqu'au jour où l'État décidera d'en mettre un terme. Donc notre candidat, c'est M. Biya, et nous entrerons en campagne à partir à la fin du mois de Ramadan. Parce que moi, je voudrais anticiper, n'est-ce pas? Vous avez pris le meeting de Pitoa. Il y a un autre meeting que nous programmons pour Guider. Lorsque je ramènerai mon sénateur, vous verrez ce que vous verrez. Alors, vraiment, le méga meeting. TikTok. Je voudrais vous dire une chose. Le président de la République, M. Paul Biya, est comme le soleil. Vous savez, le soleil, quand il se lève, il ne se lève pas seulement pour ceux qui adorent Dieu, mais il se lève aussi pour ceux qui contestent même l'existence de Dieu. Le président Biya, c'est aussi comme ça. Vous dites que le gouvernement ne profite pas. Même si le ministre de la Communication n'a pas reconnu ouvertement, l'activité épistolaire de Marafa Amidou Yaya dérange le gouvernement, au point de justifier une sortie médiatique au lendemain de la publication de la 4e lettre et 48 heures après la prise de position du président de l'Assemblée nationale. D'après le porte-parole du gouvernement, les écrits de Marafa Amidou Yaya ne sont ni plus ni moins que de la gesticulation, doublée de la manipulation. Dans la 4e lettre, le ministre Marafa a dit « Je vous écris de Kolingui », alors qu'il était déjà au CED. Ça atteste donc de ce que ce n'est pas de la prison qu'il écrit.
Ça atteste donc de ce qu'il a dans son réseau, avec un mécanisme bien huilé qui est en train de travailler. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cette raison que je dis que son pistolet est un pistolet mouillé. Le peuple enrayé. Le peuple ne se laissera pas faire. Pour le ministre de la Communication, la presse ne doit pas relayer les lettres de Marafa Hamidou Yahya. Lorsque ces lettres sont disponibles, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut les froisser et jeter dans la poubelle. Pourquoi il a le devoir d'informer? Le devoir d'informer, c'est un citoyen comme les autres. c'est un citoyen, mais vous connaissez ce qui est caché derrière cette information. Le ministre Marafa cherche à utiliser la presse comme un pistolet qu'on poserait sur la tempe afin de prendre toute la nation en otage. Ce que le ministre Marafa est en train de faire, c'est de cristalliser l'attention, que la nation qui marche vers ce destin que tous nous avons choisi, que cette marche-là s'arrête, parce qu'il faut cristalliser l'attention sur lui, parce qu'il devient l'abcès de fixation. C'est ce qu'il cherche et il s'appuie sur la presse pour le faire. Les journalistes n'ont pas manqué d'interpeller le ministre de la Communication sur la première et la quatrième lettre dans lesquelles Marafa Hamidou Yahya l'indexe clairement, notamment sur sa gestion du crash de 1995, du temps où il était ministre des Transports. Il est en train de servir un plat rassis, complètement éculé. J'ai des éléments de réponse parce que j'étais ministre des Transports et président de la commission d'enquête. Mais je refuse de répondre à votre question. J'ai des éléments, mais je refuse. Vous ne me ferez rien dire. Je ne confesserai pas devant vous. Et vous n'êtes pas tribunal ou procureur pour m'amener à parler. D'après le ministre de la Communication, le gouvernement est serein et ce ne sont pas les lettres de Marafa Hamidou Yahya qui pourraient le distraire. Une attitude qui a fait sourire les journalistes. Et ces derniers de se demander s'y réunir au moins 5 organes de presse, parmi les plus représentatifs de la scène, pour parler de Marafa Hamidou Yahya, était d'épiphénomènes. À chacun de se faire une opinion. Why is government telling lies, Mr. Minister? Is it true that he tells lies? Why is government telling lies, Mr. Minister? Is it true that he tells lies? Why is government telling lies, Mr. Minister? Is it true that he tells lies? On est de la démission annoncée de Issa Tiroma Bakary du gouvernement. Oui, ce qu'il en est, la ville de Béton est très calme en ce moment. Déjà, il faut dire qu'Agaron n'a pas été surpris par toutes les informations qui circulent sur la toile aujourd'hui. Ça fait quelques jours et quelques semaines que l'information circulait déjà dans le salon feutré. Et l'intéressé avait laissé plusieurs signes qui laissaient croire que ça allait arriver. Donc on n'est pas surpris. On attend. Il nous a confirmé ce soir qu'il sera présent à Garoua demain. Et il ne vient pas à Garoua en visite officielle. Il vient à Garoua en tant que fils de Garoua et leader du FSNC. Innocent Vida, vous avez probablement rencontré des militants du FSNC. Comment réagissent-ils à cette actualité autour de leur président Issa Tiroma? D'abord ce discours de rupture, ensuite l'annonce ou alors l'attente entre guillemets de la démission. Bon, les militants du FSNC étaient plus ou moins préparés. Vous l'avez dit d'ailleurs dans le test qui est passé. Le ministre Tiroma a fait 2 meetings en février dernier, à Maroua et à Garoua. Et au cours de ces meetings, il a plus ou moins préparé ses militants à une annonce pareille. Parce que déjà, il n'avait pas appelé à soutenir le président Paul Biya. Contrairement en 2018, parce que beaucoup ont oublié, qu'en 2018, c'est Issa Tiroma qui est le premier à lancer la campagne de Paul Biya avant la convocation du corps électoral. C'était au cours d'un meeting géant en mai 2018 où il avait invité Grégoire Ona, le secrétaire général du comité central, et le ministre Joseph Lé, pour un grand meeting pour lancer la campagne de Paul Biya de 2018. Alors cette fois-ci, il a fait 2 grands meetings. Il n'a à aucun moment prononcé le nom de son ami politique Paul Biya. Et il a tenu un discours pour inviter ses militants et les populations à se préparer eux-mêmes à choisir le candidat qui peut répondre à leurs aspirations.
en leur disant si ce candidat c'est moi, c'est bon, si c'est pas moi, choisissez librement qui vous voulez. Donc les militants, pour la plupart, n'étaient pas surpris. Et ces dernières semaines, la rumeur de sa démission se faisait de plus en plus présente. Donc on n'est pas beaucoup surpris de cette annonce à Gawa. Alors Innocent Yuda, en tant que journaliste, reporter et probablement fouineur, vous maîtrisez mieux la situation sociopolitique dans le Grand Nord et précisément à Gara où vous êtes. Que se passe-t-il dans le Grand Nord concrètement? Je ne suis pas bien. Disait tantôt qu'en tant que reporter et probablement fouineur, vous maîtrisez bien la situation sociopolitique dans le Grand Nord. D'après vous, que se passe-t-il dans le Grand Nord du Cameroun? Sur le plan politique, en ce moment dans le Grand Nord, je dois dire que ce n'est pas une véritable tempête. Le ministre Chiroma est un homme politique bien connu, c'est une forte personnalité politique à Garoua. Ça, il faut le reconnaître. Il a un passé impressionnant. Et à côté de lui, il y a Magari Belogoba, dont les assises du comité central sont attendues pour le week-end prochain. Et je dois dire que selon des sources très introduites, il y a un bon nombre de membres de ce comité central qui ont décidé d'y aller également pour obliger Belogoba à suivre les pas de Issa Chiroma, c'est-à-dire rompre le pacte avec le président Paul Biya pour présenter une candidature du UNDP. Certains parlent d'ailleurs d'une alliance entre les deux, ce qui est difficile à accepter parce que les deux hommes ne s'apprécient plus politiquement. Ils ne se sont pas parlé depuis très longtemps. En dehors de ça, l'RDPC fait son bonhomme de chemin. Le leader de l'RDPC minimise tout ce qui se passe autour d'eux. Parce qu'il estime que si leurs alliés naturels à la présidentielle, l'UNDP et le FFNT qui là-bas, ils ont suffisamment de capital sur le terrain pour pouvoir se passer au cours de cette présidentielle. Alors, le comité central risque d'exiger à Belogoba, le comité central de l'UNDP risque d'exiger à Belogoba de rompre avec Paul Biya. D'après vous, Innocent Yuda, peut-on dire que Paul Biya est en train de perdre le Grand Nord? Si on se base sur les chiffres des derniers résultats électoraux, ce sont les éléments que moi je crois en compte. Si vous allez à la présidentielle 2018 où l'UNDP et le FFNT étaient clairement associés à Paul Biya pour aller à l'élection, Paul Biya est sorti largement vainqueur. Mais quand on revient à la municipale, aux élections municipales et législatives de 2020, les résultats de ces deux partis ne peuvent pas laisser croire que s'ils quittent le navire LDPC, ils peuvent faire basculer la tendance. Je rappelle que Issa Chiroma était tête de liste du FFNT aux législatives en 2019. Il n'a pu obtenir qu'après 7 conseillers à l'UNDP est en train de la région du Nord sur les 23 communes. Contrairement à l'année 92, ils contrôlaient tout le terrain. Sur les 12 députés, en ce moment, nous tenons à peine 2 députés, 2 ou 3 députés. Donc, si on se tient à ces résultats, il est difficile de penser que si les deux types de navires de l'RDPC est perdu, pour quelle la région du Nord, bien entendu. Je ne parle pas de la Gamawa et de l'extrême Nord, parce que là, les cas de suivi changent. Notamment la Gamawa où l'UNDP est bien implantée, elle contrôle le terrain avec les derniers résultats électoraux. On peut penser qu'effectivement, si l'UNDP et le FFNT ne suivent pas Paul Biya, les résultats de Paul Biya peuvent impacter dans cette région-là. Bon. Mesdames et messieurs, c'est donc une certitude cette fois-ci, à savoir que Issa Chiroma est vraiment parti. Mais cependant, il n'est pas seul. Il y a Belogoba, Magari, dont vous avez aussi entendu parler. Belogoba, qui lui aussi se trouve dans un bateau
qui va à volo. L'UNDP, grand parti, était celui-là qui devait jouer la relève. Et d'ailleurs, on a pu constater cela avec Issa Chiroma, pas seulement, qui était au début à l'UNDP. C'est après qu'il va démissionner, ou plutôt qu'il sera exclu, pour aller créer le Front national du salut du Cameroun, pour le salut du Cameroun. Bello Bouba, en ce moment, est donc dans une difficulté de positionnement. Bello Bouba est dans une difficulté où il ne parvient plus lui-même à savoir s'il faut être candidat à l'élection présidentielle au regard de ses états de santé. Oh là là, baissez. Ce que la base réclame, c'est que l'UNDP doit avoir... Arrêtez d'abord, on va mettre Bello Bouba après. On va le mettre après, je vous en prie. Bello Bouba est donc dans une situation où, je le disais tantôt, sa santé n'est pas bonne. Mais cependant, il vit sa situation comme aussi une costaud d'humiliation. Au niveau de la base, Bello Bouba est aussi contesté. Et au regard de ce qui se passe, il a constaté que Paul Biya voulait absolument mourir au pouvoir ou laisser le pouvoir à un de ses proches. Ce que le Grand Nord ne veut plus, après avoir longtemps servi sous Paul Biya, et selon les accords qu'ils avaient du temps d'Ahidjo, il ne devrait pas être tout simplement comme une roue de secours. Paul Biya, lui également, n'a pas reçu Bello Bouba. Et Bello Bouba même a été ridiculisé, puisque musulman de son état, on lui a accordé plutôt le ministère du tourisme pour gérer l'alcool, les bars, les boîtes de nuit, sans pour autant oublier les hôtels, les auberges et consorts. Il n'a pas pris ça en tant que ministre d'État et ancien Premier ministre. C'est Paul Biya qui avait demandé le retour de Bello Bouba qui était au Nigeria pour qu'il vienne. À peine était-il arrivé que Paul Biya, bien évidemment, l'a aussi embobiné, l'a roulé et a fait de telle sorte que progressivement, l'UNDP soit absorbé par le RDPC. L'UNDP qui était un véritable parti, s'est donc effrité. Cet émietté a perdu de son nord, a perdu de sa boussole. L'UNDP aujourd'hui, ou même tout le Grand Nord, où on pouvait aussi avoir l'ANDP, le MDR, tous ces partis sont devenus des partis satellites du RDPC. Maintenant qu'il n'y a pas eu de développement, maintenant qu'il n'y a pas eu la tenue des promesses, voilà que Bello Bouba, lui aussi veut partir. Mais il ne va pas partir seul. En ce moment donc, avant le congrès, Bello Bouba a deux options. Il voudrait partir avec deux secrétaires d'État. Oui, il a fait nommer deux secrétaires d'État par Biya. Mais il voit justement aussi que ce n'est pas de poste clé. Il est donc en train de mettre de la pression. Mais cependant, de l'autre côté également, on lui fait un chantage. Et Bello Bouba ne partira pas seul parce que, actuellement, il y a aussi le ministre itinérant nommé par Paul Biya. C'est-à-dire que l'office d'Amadou Ahidjo. Paul Biya a récupéré deux enfants d'Amadou Ahidjo. L'office de sa première épouse, parce qu'il faut savoir que Ahidjo avait deux femmes, on ne connaît surtout que Jeanne Irène. Donc, et il y avait la deuxième. Jeanne Irène était la deuxième. Donc, l'office d'Ahidjo
Le fils d'Aïdjo, parce que je parlais de Germaine, excusez-moi du lapsus, Germaine Aïdjo. Donc, Germaine Aïdjo a aussi fait celle qui est devenue aujourd'hui Aminatou, PCA du Palais des Congrès. Elle ne veut pas partir. Elle veut rester. Mais son demi-frère dit que si Bello part, lui aussi il s'en va. Ça veut dire quoi? Tout le Grand Nord là, Paul Biya n'aura plus rien. Beaucoup ont dit que c'était une façon de vouloir diminuer l'opposition au niveau du Nord. Non, c'est plutôt pour renforcer l'opposition. Et cette opposition, elle est en train de s'implanter véritablement dans le Grand Nord. Bello Bouba peut ne même pas aller à l'élection, même s'il déclare sa candidature. D'ailleurs, Issa Chiroma, lui aussi peut déclarer sa candidature, et après, ne vous en faites pas, après la convocation du code électoral, vous allez voir des alliances, des coalitions naître. Et c'est pour ça que j'ai demandé à certains de ne pas se lancer dans la critique de ses futurs alliés. C'est comme ça que vous disais que quand on se noie, on s'approche même au serpent. Bello Bouba, donc aujourd'hui, a constaté, sans pour autant beaucoup bavarder, mais il s'indigne de ce que Biya n'a pas respecté sa parole, de ce que Biya a détruit le Grand Nord, a détruit tout leur parti. Et pour eux aujourd'hui, ils doivent partir. Qu'est-ce qui va donc se passer pour le Congrès? Certainement, avec les interventions qui viennent à gauche et à droite pour que le navire ne tangue pas, peut-être que Bello Bouba peut reculer. Mais à l'instant où je vous parle, Bello Bouba va démissionner. À l'instant où je vous parle, pour l'instant, parce que ça peut changer. On peut changer la nuit, on peut changer demain. C'est qu'il est en train de poser des conditions qui ne peuvent pas être acceptées par Biya, qu'il ne voit pas. Le Premier ministre lui-même n'a pas de solution. Puisque le Premier ministre dit tout simplement que je vais transmettre. Et lui-même, il ne parvient à rien transmettre. Il faut savoir que si Biya a gagné, enfin, s'est déclaré vainqueur de l'élection de 2018, le seul endroit où il était parti, c'était où? C'était à l'extrême nord. Or, regardez ce qui s'est passé en 2020, aux législatives. L'UNDP, qui était en chute libre, ou bien encore le FSNC de Chiroma, sont revenus fortement. Et là où il y avait Ali Bachir, depuis 17 ans, au compte du RDPC, lui aussi l'a perdu. Que ce soit l'Adamawa, que ce soit aujourd'hui donc des villes comme Gandhi et même Garoua, les deux là, même si on vous dit qu'ils ne s'aiment pas, mais ils sont comme des chiens. C'est-à-dire que les chiens ont beau se détester, mais lorsqu'ils voient un voleur, ils s'unissent, ils aboient ensemble. L'élection 2025 va donc se jouer avec la participation dangereuse des contre-attaquants qui vont marquer contre leur propre ancien camp. Issa Chiroma et Bello Bouba Maïgari. Nous l'écoutons. Ce que la base réclame, c'est que l'UNDP doit avoir un candidat à cette élection présidentielle et le candidat, c'est Bello Bouba Maïgari. En entame de cette émission, au téléphone, on a Célestin Yandal. Il est le maire UNDP de Tumboro. Bonjour Monsieur Yandal, vous êtes avec nous? Bonjour Madame Réla.
Très bien. Si Bello Bouba reste allié de Paul Biya cette année, nous n'allons plus le soutenir. Est-ce que ces propos sont bien de vous? Bien sûr. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que vous claquiez la porte à l'UNDP si au sorti du 28 juin, Bello Bouba Maïgari n'annonce pas sa candidature face à Paul Biya? Écoutez, Madame Laïla, je voudrais tout d'abord préciser que la réunion du comité central, qui est l'organe suprême en matière électorale, surtout en ce qui concerne la présidentielle, la promotion du parti. Le parti est convoqué, disons les membres du comité central sont convoqués pour le 28 prochain. Et c'est à l'occasion de cette rencontre que la position de l'UNDP sera connue. Pourquoi est-ce que vous décidez de ne plus soutenir Bello Bouba Maïgari s'il décide de rester dans l'alliance avec le président Paul Biya? Quelles sont les raisons qui motivent votre sortie? L'UNDP a été de tout le temps un soutien de poids pour le renouveau depuis bientôt 30 ans. Oui. L'UNDP a été un soutien de poids pour le RDPC depuis bientôt 30 ans. Oui. Mais malheureusement, ce que nous, les cadres de l'UNDP et la base militante constatent, c'est que l'UNDP est le dindon de la farce dans cette alliance entre le RDPC et nous. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes le dindon de la farce? Les engagements qui sont pris dans le cadre de l'alliance gouvernementale entre l'UNDP et le RDPC ne sont pas respectés par notre allié. Lesquels par exemple? Je vous ai envoyé une copie de la plateforme gouvernementale entre l'UNDP et le RDPC. Je voudrais que vous lisiez la dernière phrase ou le dernier paragraphe de ce qu'on peut appeler le préambule de cette plateforme. Il est clairement écrit que l'UNDP et le RDPC devaient travailler ensemble dans le but d'améliorer la démocratie dans notre pays, promouvoir l'état de droit, bref, travailler dans le cadre d'un gouvernement d'ouverture. Malheureusement, tous ces engagements ne sont pas respectés par l'allié. Et ce, depuis 30 ans déjà. L'alliance qui date du 28 novembre 1997. Aujourd'hui, la base militante qui se rend compte que cette alliance n'est autre qu'une farce pour nous. L'UNDP a connu beaucoup de hauts et surtout de bas dans le cadre de cette alliance. Aujourd'hui, surtout considérant la dégradation considérable du secteur enseignant, la base militante entend prendre ses responsabilités en main. L'affaire là n'est pas facile, hein? Cette plateforme avec les engagements qui ont été pris et au besoin travailler avec d'autres forces de changement pour améliorer ou encore sauver notre pays de cette situation dans laquelle il se trouve. Est-ce que ce n'est pas simplement une meilleure négociation que l'UNDP recherche avec le pouvoir? C'est ce que nous suivons dans l'opinion que l'UNDP voudrait juste peut-être faire du chantage pour avoir plus d'audience afin de négocier sa position dans le gouvernement. Ce qui est faux. Vous allez, je ne vais pas tout de suite donner la déclaration qui sera lue lors de la réunion du comité central du 28. Donc il est fort possible qu'au sortir de cette réunion du comité central de l'UNDP, que M. Bello Bouba Maïgari annonce sa candidature. Je ne vais pas tout de
suis te dire, mais ce que la base réclame, c'est que l'UNDP doit avoir un candidat à cette élection présidentielle. Et le candidat, c'est Bello Bouba Maïgari. Ça cuit. Donc, Issa Bakari, il peut quitter l'alliance avec le président Biya. L'UNDP peut abandonner la plateforme avec le RDPC. Ce sera, tout ça, ce sera, pour dire de façon triviale, l'ordre de 1. Monsieur Bidima, ça fait 1h35 que nous sommes ici, mais depuis 7 minutes, il a esquivé. Je suis communicant de RDPC. Il parle maintenant de c'est mon opinion. Parce que nous l'avons amené à comprendre ce qu'il y a dans son village. C'est-à-dire qu'il sort progressivement de cette nuit noire, de cette caverne. Il vient encore de faire une révélation terrible. Il dit que si ses alliés le quittent, il va gagner la guerre. Est-ce que vous entendez parler? Tout à l'heure, vous venez d'accepter que le socle granitique est déjà fragilisé par le RDPC et que c'est très grave. Le socle granitique change de nom, ce n'est plus le socle granitique, c'est socle quelque chose. Maintenant, le Grand Nord, qui est la fille mère, ou bien le réservoir des voix du RDPC, vous vous affirmez encore nos visions. Que s'ils vous abandonnent, vous allez gagner des élections. J'espère que ceux qui vous ont envoyé, ils vous écoutent parler. J'ai pas terminé. Vous êtes un avocat, vous savez, jongler les mots. J'ai dit, Bello Bouba Maïgari n'est pas militant du RDPC. Mais il est un allié. Bello Bouba Maïgari n'est pas militant du RDPC. Ce sont nos alliés. Très bien, on a compris. Troisième chose, il accuse le ministre Issa Chiroma. Il dit que c'est un ministre. Non, c'est un fonctionnaire qui n'a aucun pouvoir. Parce que, souvenez-vous, le président de la République avait dit à un de ses secrétaires, ministre d'État, secrétaire de la France, qu'entre vous là, j'ai quelques ministres, le reste sont des fonctionnaires. C'est-à-dire ceux qui ne décident pas. Comme on dit, fonctionnaire, c'est-à-dire ne décide de rien. On dit va, il va. Il a passé le temps à partir pour lui. Maintenant, le peuple de son parti s'est mis derrière lui pour lui dire que ce n'est plus pour toi, c'est pour nous. Il s'est réveillé. Comme il s'est réveillé, il a quitté la barque. Et on attend M. Bello Bouba. Vous voyez, dans le nom, ils sont deux. Un dit que je suis l'ami du Paul Biya, l'autre dit que je suis l'ami du RDPC. Bon, vous ne savez pas si vous êtes venu défendre le RDPC. Non, il est communicant du RDPC. Non, j'ai dit, il a dit tout à l'heure, il n'a plus parlé du RDPC. Il a dit que c'est son opinion. Ça peut être la ceci. Bon, ok, bon, il est là. Hein. Donc, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour vous de communiquer ainsi. Vous voulez qu'on les arrête? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Parce que je veux il faut qu'on avance. Allez-y. Alors, M. Issa Chiroma ou Bello Bouba, c'est deux individus qui ne sont pas la constituante de leur parti politique respectif. La base qui constitue, c'est-à-dire la population de chaque parti politique là-bas, lui a donné à chacun de le choix de faire avec le parti politique ou de rester seul. M. Chiroma a compris, il doit faire avec le parti. Pour faire avec le parti, il quitte sa mangeoire seul, il intègre le parti qui tourne le dos à RDPC. Première des choses, toutes les voix, toutes les pressions que vous exercez sur les élections là-bas, sur le système électoral là-bas, M. Chiroma, il va bloquer. On espère que M. Bello viendra aussi bloquer et on se comprend. Issa Chiroma, Bello Bouba, c'est des poids lourds. Mais il y a encore d'autres personnes qui sont là dont on ignore le jeu, à savoir on cite son nom, lui n'est pas dans l'opposition parce qu'il est ministre de la santé publique. Va-t-il partir? Il faut savoir qu'il y a des réunions qui se tiennent avec lui dedans. Mais le jour, il se met devant qu'il est avec le RDPC.
Nous allons reparler de son cas beaucoup plus tard et vous expliquer ce qui se passe maintenant aussi là-bas avec l'ancien ministre Zachary Prévet. Il faut savoir aussi que ceux qui croient que le RDPC avait des élus et va continuer à avoir des militants, ils sont en train de se tromper. Parce que le RDPC se confondait déjà à l'UNDP, au SNC, se confondait au MDL, se confondait à tout. Mais les grands perdants seront aussi des partis comme le PCRN. À peine Issa Chiroma est parti, on a vu un responsable du PCRN lui aussi claquer la porte. Déjà aussi au niveau du RDPC, on claque aussi, les grands cadres claquent déjà la porte. Avant la fin de la semaine, et même la semaine prochaine, vous allez voir, ce sera pratiquement le sauve qui peut. La démission de Issa Chiroma et la future démission, bien évidemment, de Bello Bouba Maïgari, va donc redistribuer les cartes. Le RDPC comptait peut-être sur des alliés comme le PCRN, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on appelle la fuite, l'abandon total, le divorce complet. Mesdames et messieurs, qui va gagner dans le Grand Nord? Le plus grand perdant, on connaît déjà, c'est le RDPC. On sait aussi que le deuxième perdant sera le PCRN. Le MRC pourra-t-il tirer son épingle du jeu? On n'en sait pas grand-chose parce qu'il faudrait attendre les alliances. Mais pour l'instant, on se rend quand même compte que le jeu des chaises a commencé dans le Grand Nord. Sa démission présumée annoncée qu'Issa Chiroma Bakary rabattait déjà ses premières cartes en débauchant Souleymane Karamoko, néant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. La démission de l'ex-président régional du PCRN dans la Damawa inonde la toile et dit rejoindre le Front pour le salut national du Cameroun, pour lequel il partage désormais l'idéologie. Eringele. C'est cette entrevue avec Issa Chiroma Bakary à Yaoundé qui a scellé ce mercato estival de Souleymane Karamoko. Le natif de Ngaoundéré dit rejoindre le président du FSNC avec qui ils vont construire un Cameroun nouveau. J'ai décidé de m'aligner sur une autre formation politique, notamment le Front pour le salut national du Cameroun du président Issa Chiroma, avec lequel nous allons reconstruire le pays. Ces paroles traduisent à l'analyse qu'Issa Chiroma aspire à briguer la magistrature suprême politique. Une rupture avec l'idéologie du fédéralisme communautaire portée par Cabral Libye. C'est un danger pour notre vivre ensemble. Après nous réflexions, je ne pourrais pas être un acteur de la division du Cameroun, mettre en avant l'ethnie, mettre en avant la communauté. Entre autres raisons de son départ, l'ex-président du PCRN dans la Damawa pose des problèmes de leadership et de résolution des conflits internes. Nous avons organisé une activité dans la région de la Damawa en 2021. Tout ce qui a été acheté pour punir les élèves ont été distribués à l'ESECA et à l'IDEA. C'était vraiment élément de tout. Jusqu'à ce 24 juin, Karamoko était membre du bureau politique ex-officio, c'est-à-dire sans voix délibérante, et secrétaire national adjoint aux affaires politiques du PCRN. C'est donc bien, mais en même temps, comme nous le disons, beaucoup de choses sont en train de se passer en ce moment et nous pouvons vous garantir une chose, c'est que l'élection de 2025 n'a même pas encore commencé, que vous allez voir beaucoup de trahisons, beaucoup de repositionnements et surtout beaucoup qui, en 2018, espéraient faire un score mieux en 2025, vont se retrouver peut-être dans le désert. Cabral Libye, j'ai parlé de lui,
Bien évidemment, aujourd'hui, le RDPC est conscient que ce n'est pas tout simplement le départ de Issa Chiroma qui cause problème, mais qu'il faut désormais le considérer comme un véritable ennemi. Issa Chiroma, ennemi du RDPC, oui, c'est désormais comme ça. On a vu ça avec Edouard Titus. Lorsqu'il a démissionné, le régime Biya avait décidé de le détruire. Mais cette fois-ci, on se rend quand même compte que le régime Biya ne va pas laisser Issa Chiroma évoluer en paix. Ils ont déjà envoyé, bien évidemment, ce qu'on peut appeler une femme va-t-en-guerre. On appelle, bien sûr, Adia. Vous avez dû l'écouter. Et cette femme a fait un audio où elle détruit non seulement Issa Chiroma, parce que cela veut dire tout simplement qu'elle est envoyée en mission, mais surtout, elle est là pour discréditer Issa Chiroma. Mesdames et messieurs, les coups bas avec le régime Biya vont donc commencer.